Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click, je suis Ker et il est Big B. Salut Big B. Bonjour à tous, c'est bisous. T'es déjà d'entrée de jeu et bisous. On est là aujourd'hui pour vous parler de Glass, le nouveau film de M. Night Shyamalan. Il est sorti le 16 janvier 2019 au cinéma et nous allons en parler sur la chaîne. Big B a pu le voir, c'est donc lui qui va vous en parler dans une vidéo. Dans un premier temps, sans spoil, donner son avis sur le film, la mise en scène, les acteurs, les décors, les pots de fleurs, tout ce que vous devez savoir sur le film. Et puis après, partie 100% spoil pour voir un petit peu son contenu. Donc moi qui n'ai pas vu le film, bien évidemment, vous vous doutez que je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Et juste pour vous dire également que cette semaine, donc semaine de sortie de Glace, il y aura également une critique rétro d'Incassable. Et forcément, les deux films sont intimement liés. Je vous laisse avec Big B pour cette critique de Glace. Bonne critique. Alors, merci à toi, l'ami Ker. Alors, pour faire très rapide et pour faire une critique flash, j'ai vraiment beaucoup aimé Glass. Alors, j'aimais bien Incassable. On a fait une vidéo qui va sortir juste avant ou juste après une critique de Incassable. Split, on en avait parlé avant sur la chaîne. C'était un peu la surprise quand j'ai découvert que en fait Incassable était le premier d'une trilogie, que ça avait été pensé par Shyamalan comme ça depuis le début, que eh bien Samuel L. Jackson pourrissait Shyamalan à chaque fois qu'il le voyait pour eh bien qu'il y ait enfin une suite, et ça y est, la suite on l'a eu en ce début d'année 2019, et franchement vraiment très agréablement surpris. Alors il y a c'est un film. Si on lui mettait une note, je pense je lui mettrais pas forcément une excellente note, tout simplement parce que le film est il est incomplet. Il est vraiment incomplet. Je comprendrais des gens qui vont au cinéma en disant qu'ils sont un peu déçus par-ci, par-ça, on en parlera après, mais c'est un film dont, en tout cas, moi, j'apprécie énormément la réalisation. Shyamalan avait su un peu renouveler le genre de ce qu'on appelle le smart fun, donc c'est-à-dire un film qui doit être un film avec surprise, qui fait travailler l'intelligence du spectateur et avec sixième sens. Et là, concrètement, je trouve qu'il s'est renouvelé complètement le film de genre du super-héros. C'est-à-dire qu'en fait, il fait un film de genre de super-héros qui, pour moi, est autre. C'est pas, on n'est pas en train de regarder un Batman, on n'est pas en train de regarder un Superman ou un Marvel. Il y a une vraie réalisation, il y a des vrais partis pris. Je me demandais pourquoi est-ce qu'il y avait autant de questions vraiment sur la mise en scène qui était faite par toutes les séries d'interviews promotionnelles de Shyamalan, ce qui est souvent, au final, malheureusement, un peu rare. C'est souvent des questions genre, est-ce que vous avez apprécié travailler? Ah oui, vous savez, je travaille qu'avec des gens hyper talentueux, tous les gens qui ont travaillé avec moi, blablabla. Le truc, c'est que là, c'était des vraies questions de genre, pourquoi vous avez mis la caméra à tel endroit? Pourquoi si? Et vraiment, c'est quelque chose qui est présent dans le film. On sent qu'il y a derrière un vrai réalisateur, c'est pas un yes man, et c'est là où on se rend compte, en tout cas je me rends compte qu'à quel point on voit des films de yes man, des films qui sont faits avec des storyboards qui sont validés, approuvés par Marvel, et qui, pour prendre un exemple de Marvel, sans vouloir taper sur eux, et derrière un réalisateur qui fait appliquer le plan et qui essaye de faire le meilleur film possible en tenant la baraque. C'est une méthode qui fonctionne très bien. On aime beaucoup les Marvel, enfin j'aime beaucoup les Marvel, quand je dis on, c'est avec R. Le truc, c'est qu'on aime beaucoup les Marvel globalement, mais là, de voir un film qui est vraiment, dont on sent qu'à n'importe quel moment, on pourra avoir une séquence où, parce que Shyamalan, il est rentré à son bureau le soir, il s'est dit, hey, mais en fait, et si, en gros, il y avait une scène de combat où je le faisais avec une caméra POV, c'est-à-dire que au lieu de montrer à quel point ils sont en train de péter tout le décor, je vais juste mettre une caméra vraiment collée sur la gueule de mon héros pour voir ce qu'il est en train de ressentir pendant ce combat. Et c'est vraiment réussi. Enfin, je trouve il y a une patte. Il a fait énormément de trucages. Alors, il y en a qui sont vraiment faits en CGI, en effet numérique. Mais il y a des plans, par exemple, quand il y a du coup James McAvoy qui marche sur les murs, etc. C'est du trucage réel. C'est-à-dire que c'est des filins qui sont retirés. Et du coup, on sent
en permanence qu'on est un petit peu dans le monde réel, pas vraiment, on est vraiment entre les deux, et ça je trouve qu'il réussit extrêmement bien le pari. Il y a Sarah Paulson qui est une actrice que je trouve excellente, qui a un parcours assez étonnant en faisant de la comédie, puis du drame, etc. Et donc qui joue le docteur Ellie Staple, qui est extrêmement intéressante, qui est vraiment donc elle arrive à tenir en face d'elle trois personnages assez charismatiques et et vraiment je trouve qu'elle le tient extrêmement bien. Il y a plein d'analyses, enfin vraiment cette vidéo ne sera pas suffisamment longue pour vous analyser tous ces éléments qui font le film, mais ça passe par le travail sur la lumière pour qu'on comprenne qu'il y a ou non qu'il y a une évolution dans un personnage. Ça va vraiment aller travailler sur le fait que la caméra ne va pas filmer. En fait, au cinéma, pour vous donner quelques infos un peu plus travaillées, il y a par exemple ce qu'on appelle les reaction shots. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est hyper important d'avoir quand quelqu'un dit quelque chose, d'avoir la réaction en face. Et donc d'avoir la personne qui fait « Ah, quoi ? Mais tu es un super-héros, c'est fou !» Et le truc, c'est que c'est quelque chose qui est très ancré dans l'écriture cinématographique américaine. On a action, reaction shot. Vous verrez, quasiment tous les films sont dessus. Nos civilisations occidentales sont vraiment habituées à voir ces plans de reaction shot. Les civilisations plus asiatiques, elles en font quelque chose qui est là tout le temps. Si vous regardez les émissions de télé japonaises, il y a en permanence un petit carré comme ça, et vous voyez en personnage les réactions des gens, sur les vraiment, vous voyez, ils se marrent pas, parce que c'est rassurant pour un spectateur japonais. Ça, c'est une étude de la culture japonaise, c'est pas un point de vue, et c'est pas une étude que j'ai fait personnellement, c'est une étude que j'ai lue, et en fait, c'est rassurant pour un japonais de voir en fait en permanence quelle est la réaction sociale adaptée, et du coup ça lui permet de se faire son avis dessus. Et le truc, c'est que donc ces plans de réaction qui sont vraiment importants, qui dans certaines civilisations sont vraiment clés, et ben là Shyamalan il n'en fait pas. Il y a des moments, on est sur le personnage qui fait son discours, et nous spectateurs, et ben c'est à nous d'assumer et d'avoir notre réaction et de savoir comment on va le prendre, ça. Et c'est soit très tard qu'il va tourner sa caméra, et vraiment on est dans une logique de tourner la caméra. Nos spectateurs, on se dit ok, on va tourner qu'est-ce qu'il pense, et vraiment il prend sa caméra et il fait ce que le spectateur a envie qu'il fasse. Au contraire, il nous dit bah voilà, on te dit quelque chose, sois grand, sois mature, tu sais comment tu pourrais réagir. Donc c'est quelque chose qui est vraiment clé dans cette réalisation de Shyamalan. C'est un réalisateur qui de manière assez intéressante, en fait, a pris exactement le même casting qui a vieilli. C'est un choix qui aurait pu être dangereux, mais le fils, Joseph Dum, est joué par le main actor, Spencer Trey Clark, qui jouait donc le fils dans Incassable. Il aurait pu prendre des personnages différents, mais non, il a voulu vraiment faire une liaison la plus naturelle possible, travailler. Shyamalan est un réalisateur qui aime bien être présent dans son film, donc un de ses premiers films était un film où il jouait, et il aime bien faire un petit caméo à la Hitchcock qui vénère. Et ben là, le caméo qu'il fait dans le film a un sens, et il le fait parce que c'est un caméo qui est lien avec le caméo qu'il avait fait dans Incassable. Donc c'est vraiment un réalisateur qui est en pleine maîtrise. Il a eu vraiment un trou dans sa carrière, et là il a su s'en ressortir. Alors, j'en parlerai un petit peu après, mais Shyamalan a eu ce vrai vide, et du coup, c'est Samuel L. Jackson, entre autres, mais particulièrement Samuel L. Jackson, qui a permis de faire financer ce film, Glass. Shyamalan était de nouveau un peu sur une phase ascendante, et c'est Samuel L. Jackson qui l'a aidé à faire financer ce film, parce que Samuel L. Jackson est un acteur américain bankable. Et du coup, Samuel L. Jackson, l'un des interviews qui donne autour de la sortie du film, dit un truc qui est assez intéressant. Il dit Shyamalan avait tendance à faire trop ce qui lui plaisait à lui, donc vraiment de pousser cette notion de... En fait, il impose au spectateur ce que lui veut voir à l'antenne, et du coup, à force de ça, il s'était accroché à son public. Il y avait une cassure entre les deux. Et en tout cas, c'est le point de vue de Samuel L. Jackson, mais que je trouve intéressante.
Et au final, Samuel L. Jackson approfondit en disant que là, d'avoir eu ces échecs, ça a donné à Shyamalan de nouveau l'envie de faire plaisir au public. Et c'est vraiment ce qu'on ressent dans ce film, c'est-à-dire qu'on voit un réalisateur qui fait son caméo, mais qui le fait très tôt dans le film, parce que lui-même dit que de le faire très tôt, bah, ça lui permet de faire son caméo que tout le monde attend, mais en même temps de ne pas casser la relation au spectateur qui du coup sort du film et se dit hey, mais c'est le réalisateur qui est dans le film. Ça, si on l'avait dans la dernière partie du film, c'est catastrophique. Sur les dernières révélations, on aurait une surprise. Donc c'est vraiment un film dont je ne peux que dire du bien de la réalisation, en tout cas des choix ballsy du réalisateur qui a pas peur de faire une espèce de film de super-héros, film de genre, mais pas trop. Et il y avait un film qui s'appelait avec Steven Dorff, si tu peux me retrouver ça, Opi, qui s'appelait American Hero, je crois. Et le truc, c'était un film de genre de super-héros, mais en vrai, c'était un film de super-héros fait avec peu de moyens. Et ben là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment un film de super-héros fait avec des vraies visions de genre. Il y a des vraies scènes qui sont des films de genre très assumés. Donc, j'ai énormément de bien à dire sur la réalisation. Voilà, American Hero. Le truc, c'est que contrairement à peut-être le scénario, et ce qui est bizarre parce que Shyamalan est plutôt connu pour être quelqu'un qui a des très bons scénarios, et en fait le scénario est très bizarrement conçu de mon point de vue. C'est-à-dire que le scénario, il a hyper bien réussi à rattraper les wagons. C'est-à-dire que ce film est une suite directe à Split, aussi bien qu'il est une suite directe à Incassable. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais vu Split, vous pouvez aller voir ce film, vous pouvez courir voir ce film, il n'y a aucun problème. Si vous avez vu Split, très bien, vous allez comprendre un peu plus de choses, mais c'est pas fondamental. Donc il réussit extrêmement bien à lier les films et à les rendre presque pas indépendants, mais en fait à permettre que les deux premiers, on prenne l'origine historique qu'on veut. Et ça, c'est super réussi. Le problème, c'est que le film, du coup, où on suit aussi bien ces trois personnages, donc le personnage de Mr. Glass, le personnage de la Horde et le personnage donc, du Overseas, donc de Bruce Willis, le truc, c'est qu'à les suivre tous les trois, et ben, en fait, je trouve qu'il manque un fil directeur. On n'est pas attaché en permanence à un personnage, et du coup, il y a des moments dans le film où il y a un ventre mou, parce qu'on ne sait plus trop qui on suit. On suit un peu la psychologue, on suit un peu le fils de Bruce Willis, on suit un peu Bruce Willis, mais pas vraiment. Et du coup, en fait, le fait d'être autant détaché du héros, de Bruce Willis, ça donne un film qui est un peu étrangement calibré. On a vraiment un moment où on n'est plus attaché à personne et on est en train d'être baladé dans une histoire où on ne sait pas vraiment où il veut nous amener. En plus, d'un point de vue scénaristique, Shyamalan, il a une douce malédiction, c'est-à-dire que il a été connu grâce à Sixième Sens où il y a une surprise de fin. Il enchaîne avec une succession de films qui ont des surprises de fin. Et le problème, c'est, je sais pas pour vous, mais moi maintenant, quand je vais voir un film de Shyamalan, je m'attends en permanence à la révélation de fin. Et quand on a un film comme un After Earth où ça vient pas, ou vite fait, le truc c'est que on est déçu. On a vraiment par rapport à Shyamalan l'impression il me faut, on est des spectateurs pourri gâtés et il nous faut notre révélation de fin. Et là, Shyamalan, du coup, il se bloque parce qu'il y a des éléments du scénario qui pourraient venir beaucoup plus tôt, qui auraient fait un film peut-être plus riche, qu'il est obligé de mettre comme ça dans les 10 dernières minutes pour dire tu vois, j'ai quand même réussi à te surprendre par-ci par-ça. Donc ça c'est un petit peu dommage sur le scénario et du coup c'est vraiment par ce côté, ça manque d'un personnage avec lequel on a beaucoup d'empathie, je trouve, et en tout cas peut-être que c'est moi qui cherche ça trop dans les films, d'avoir un personnage ou deux personnages où on s'identifie, qui permet en fait de suivre l'aventure. Là j'ai trouvé que c'était un petit peu en deçà. Après, j'ai parlé de la réalisation, j'ai parlé de la photo rapidement. Le travail sonore est extrêmement bien réussi. La première scène, une des premières scènes où Bruce Willis sauve des gens, je vous dis pas qui, cette scène, par la réalisation, mais par le son, elle est, on a le poil hérissé, on est à fond dans la scène. Il y a un vrai travail sonore qui est excellentissime sur certaines scènes.
Par contre, je sais pas pourquoi, ce travail est pas excellent tout au long du film. Au début, on a un travail sonore qui est excellent. Sur la scène de fin, sur la première partie de la scène de fin, il est assez décevant. Enfin, on l'a oublié, on n'y a pas pensé. Donc, c'est un peu étonnant d'avoir vraiment un sound design qui est aussi travaillé par moments et aussi peu à d'autres. Je vais passer, si vous êtes OK, sur une partie... Enfin, si vous êtes OK. Parce que si vous mettez dans les commentaires que vous êtes OK pour que je fasse dans la partie spoil, en fait, j'aurais enregistré forcément un peu avant. Donc du coup, ça va être la partie spoil. Donc si vous n'avez pas vu le film, ne regardez pas la partie suivante, parce que là, je vais spoiler comme un gros cochon la fin. Et donc, si vous arrêtez là, merci à tous d'avoir regardé. Et si vous avez vu le film, on va continuer un petit peu en parlant pour se faire ce ciné-club sur le petit Glass. Alors, sur la partie vraiment spoil, moi forcément je vais vous parler de la fin. J'espère que Oupi, tu veux pas voir le film parce que là, du coup, je vais te spoiler la fin. Ou coupe le son dans ton casque, mets de la musique, mets du Gloria Gaynor à fond. Et donc en fait, il y a, donc comme vous l'avez vu, il y a les 3 retournements de fin. Donc là, Shyamalan ne veut pas nous surprendre une fois, mais il veut nous surprendre 3 fois. Le truc, c'est que c'est vraiment louable de sa part, c'est un chic type. Le truc, c'est que comme on est habitué au film de Shyamalan d'avoir ces retournements de fin, il n'y a pas de détails dans les films de Shyamalan. Il n'y a pas un moment où un personnage regarde un ordinateur, tape 40 lignes de code et on passe à la suite et on se dit « Ah, c'est marrant, cette scène, elle servait à rien. Pourquoi ?» Mais non, et du coup, le fait qu'il n'y ait jamais de scène qui ne servent à rien fait qu'en gros, on est toujours dans l'attente où on devine un peu certains de ces twists. Et du coup, j'ai vraiment presque l'impression que le film aurait mérité de ne pas en avoir, d'avoir toutes ces informations qui sont distillées au fur et à mesure du film. Ça aurait donné un film beaucoup plus de corps. Peut-être juste la société secrète à la fin, ça aurait été peut-être une espèce de reveal. Mais vraiment, le fait que c'était Glass qui créait la Horde, tout ça, je pense que ça aurait pu venir plus tôt. Ça aurait été chouette. Et cette fin, donc, je trouve un petit peu... pas décevante, mais... Enfin, décevante, pas dans le mauvais sens du terme, si ça existe pour le mot décevant. Le truc, c'est que elle est moche, en fait, cette scène de fin. Elle est moche dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que, globalement, ils sortent de l'hôpital psychiatrique pour aller... On te dit, non, mais il va y avoir une confrontation finale en haut des tours, les plus hautes tours de la ville. Et au final, ils sont tous en train de se battre dans la boue devant l'hôpital psychiatrique, et ça s'arrête comme ça. C'est hyper étonnant, c'est-à-dire que de te vendre un combat final classique ou classe ou comme tu veux, mais là le truc c'est qu'au final on te fait un combat du pâté de maison, quoi. Donc c'est un peu super étonnant, parce qu'on a même l'impression que le scénario est bloqué, comme s'il ne sait pas, il dit bah non mais moi mes films ils tiennent la route, ils tiennent la baraque, j'ai pas mes personnages qui se téléportent, et du coup bah comme ils se téléportent pas, bah ils sont obligés de se combattre à 50 mètres du lieu où ils étaient avant. Donc je trouve que esthétiquement c'est pas très joli, mais bon voilà. Et le truc c'est que en plus le fait que Bruce Willis meurt comme ça, comme un con dans la boue. Je suis désolé, Oupi, je pense à toi qui n'avais pas vu le film. Mais quelle tristesse! Mais quelle tristesse de voir un personnage qui embrasse son rôle de super-héros. Alors, Incassable, on en parle dans la vidéo sur Incassable que je vous invite à voir, mais Incassable est un parallèle sur la dépression. Et on a un personnage qui, du coup, sort de la dépression pour devenir petit à petit... cette photo, on a l'impression que c'est un... truc d'internet des bas-fonds, alors que ça va être une photo kit presse. Et bref, et donc le truc c'est que on a un personnage qui sort de la dépression, vit sa croisade, s'épanouit, même si je vous le concède que tout le long du film il a pas l'air très épanoui, Bruce Willis, mais qui fait des choses pour s'épanouir, et il meurt comme une merde à la fin. Mais c'est hyper décevant. C'est-à-dire que le truc c'est que, et ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire que il ne veut pas, à mon avis, Shyamalan, qu'on s'accroche à Bruce Willis parce qu'il sait qu'il l'amène à mourir dans la boue. Mais du coup, en fait, le film est un petit peu déséquilibré parce qu'on n'a personne à suivre. Limite, ça aurait été très intéressant si Spencer, Trey Clark, donc le fils de Bruce Willis, donc Joseph Dunn,
avait été, on avait eu sa vision, ou si on avait été plus proche de lui. Là, je trouve que ça manque de personnages référents empathiques. Et du coup, la mort de Bruce Willis, qui est vaguement le seul personnage sympathique, elle est vraiment dure. Alors vous pourrez me dire que oui, il y a le trio qu'on voit à la fin, qui est sympathique, c'est vrai, mais qui du coup est très très peu présent. Et quand Glass dit mais non, Mama, en fait c'est une origin story, je suis curieux de savoir c'est l'origin story de tous les super-héros. Moi je m'attendais à ce que ce soit l'origin story de Joseph Dunn, donc de Spencer Clark, que c'était l'origin story de quelqu'un qu'on voyait. Mais non, en fait, là, c'est carrément, on nous dit qu'on voit l'origin story de personnages qu'on ne verra jamais. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est ça qui est loupé. C'est vraiment un brillant mathématicien qui sait gérer les émotions comme personne, mais qui a oublié que les émotions, c'était notre lien avec les personnes. Enfin bref, donc c'est un film qui restera vraiment, vraiment spécial pour moi sur cette année, même sur ces 10 dernières années. C'est un film dont la réalisation est très réussie, dont le sound design est très réussi par moment, et qui en même temps, je trouve, foire des grands points hyper importants du cinéma. Donc voilà, bon, c'était mon avis en résumé. Donc je vous ai dit une chronocritique de 2 minutes. J'espère que la vidéo n'est pas beaucoup plus longue. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, parce que c'est un film où je suis en tout cas très curieux d'avoir l'avis d'un peu de tout le monde. C'était donc Glass. Allez au cinéma, même si vous avez été resté jusqu'à la partie spoil et que vous dites ah mais non, moi je m'en fous, je le verrai jamais. Allez voir le film vraiment, ou regardez-le en Blu-ray quand il sortira en Blu-ray. Vraiment, c'est un film qui vaut le coup, qui marque un renouveau des films, enfin de la manière de filmer les super-héros. Et si je termine sur quelque chose, c'est de dire que quand j'ai vu ce film, je me suis dit mais putain, mais donner un budget énorme, Amazon Prime, là, toutes ces plateformes qui ont un budget pas possible pour faire what millions de séries, pour tout essayer de se battre pour avoir de notre temps disponible, mais donner du budget à Shyamalan pour qu'il fasse une série de super-héros. Il nous ferait un truc qui révolutionne le genre, et il le ferait extrêmement bien. Vraiment, ça, je trouve que c'est super réussi. Bon, voilà. Et est-ce que je pense que, cette question que vous ne m'avez pas posée, est-ce que je pense qu'il y aura une suite ? Il s'est laissé la porte ouverte, mais je pense que pas forcément. C'est pas un gros succès, Glass. Mais, et puis là, il a tué tous les personnages qui permettaient de rallier les trucs. Donc je n'y crois pas. Mais en tout cas, bel univers créé par Monsieur Shyamalan. Des bisous. Merci à tous. Le partage, c'est la vie. Et le pouce bleu, c'est pour Roupi. Ciao, ciao.